Glouglou, j'adore l'eau. Alors, je devais dessiner, mais bref, ma caméra m'a cassé les couilles, donc vas-y, nique sa mère, je vais juste parler. Angoulême 2023, bordel de merde. C'était plutôt pas mal. Déjà, c'était la première fois que j'y allais. Donc, festival international de la BD d'Angoulême. À la toute base, je devais pas y aller. Parce que moi, je m'étais toujours dit, le jour où j'irai à Angoulême, ça sera en tant qu'auteur, en tant qu'artiste. Mais ce qui est quand même un peu absurde, parce que si tu vas pas voir ce qui est censé être ton milieu, il y a peu de chances que tu finisses par l'intégrer, en fait. Donc c'était complètement con, j'aurais dû y aller depuis des années. En plus, j'ai plein d'amis artistes qui y vont chaque année, donc c'était stupide de ma part. Mais bon, voilà, j'y suis allé sur un coup de tête, parce que j'ai vu à la base un tweet de Rebeu d'Ether, Billy. Et quand il y avait eu l'annonce de Junji Ito, mangaka japonais d'horreur qui venait à la base à Marseille avant d'aller à Angoulême, il avait dit oui, putain incroyable, Junji Ito il vient à Marseille, j'hésite à descendre. Et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, je vais pas aller à Marseille mais il va à Angoulême et je vais à Angoulême direct. Spirale de Junji Ito. Alors Junji Ito c'est un mangaka d'horreur qui était connu des connaisseurs, moi je connaissais déjà. Mais son travail était introuvable en édition française parce que ça avait été édité au début des années 2000. Ce qui fait que les livres cotaient à des 80-90 balles. Et là, c'est ressorti plusieurs bouquins dans des collections à 30-35 balles, des beaux bébés, voilà. Et c'est incroyablement beau et c'est un artiste incroyable. Et les planches sont encore plus belles en vrai. Car il y avait une expo de Junji Ito et on en parlera tout à l'heure. Je suis parti à Angoulême sur un coup de tête comme ça. Je me suis dit, allez, vas-y, nique sa race, on y va. C'était vraiment pas mal, hein. C'était l'effervescence. Ça m'a un peu rappelé le festival de Cannes dans le sens où c'est plein de gens dans la rue, plein de vie, pas le temps de s'ennuyer, c'est fatigant. Mais sauf que je savais pas, c'est que Angoulême pendant le festival, ils sont complètement baisés du con. Comme il se passe rien dans cette ville de toute l'année, sauf pendant ce moment-là, les Airbnb, ils se font des couilles en or. Ok, donc ça a commencé jeudi 26. Jeudi 26, donc 4 heures de train. Moi, j'ai pris le train à 6 heures. Donc, j'arrive au début. Il y a un espèce de... je vois la section manga. Donc, je fais pour aller et tout. Il y avait un espèce de truc de skater qui s'appelait la section alligator. Je sais pas quoi, truc trop zarbi. Je rentre dedans. Et dedans, qu'est-ce que je vois? C'est Japan Expo Eco Plus. Ça veut dire qu'il y avait 2-3 stands qui vendaient des figurines et des produits. Et sur la gauche, il y avait plein de brasseries, des trucs à la con. Évidemment, prix festival d'Angoulême, tu veux une boisson, c'est 5 balles, donc qu'ils aillent se faire foutre. Au début, je passe devant comme ça, je me dis vas-y, nique sa race. Mais je suis passé devant un stand et j'ai trouvé mon premier item de Yankee. Voilà, mon premier item de Yankee. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous reconnaissez ce petit enfant? C'est l'arme. C'est des bonbons, effectivement, c'est des bonbons. Mais ce n'est pas n'importe quel bonbon. Rafa, conoces? No c'est... Non, non. Non me voy a comer un. Et en fait, Salkine, pour t'expliquer, c'est des bons becs. C'est les bons becs du film Le Tombeau des Lucioles, qui est un film Ghibli de Takahata, qui est réputé pour être un des films les plus tristes du monde. À raison. En fait, je les ai achetés. 8 euros cette merde. 8 euros. 8 euros para esta mierda. Si? En fait, l'entreprise qui a fait ces bons becs depuis des années, qui est une entreprise centenaire japonaise, elle a fermé. Non, je les graille pas, mais c'est un objet de collection. Je vais pas les manger, regarde, il est scellé. Il est sous-scellé. C'est un objet de collection, je vais le poser dans ma bibliothèque. Et donc j'arrive à la fameuse section Manga City. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de voir que c'était absolument éclaté sa grand-mère. Je pèse mes mots, c'était nul à chier. Il y avait des stands d'écoles de mangaka qui sont des scams, hein, des arnaques. Il y avait plein de petits stands de petits artistes qui faisaient leur propre manga et tout. Bon, ça, à la limite, c'est sympa. Il y avait des stands... Ça, c'était plus intéressant, par contre. Des stands sur la BD asiatique, chinoise et taïwanaise. Il y avait des artistes qui étaient super forts. Et sinon, après, c'est les stands des grands éditeurs. Glénat... Il n'y avait pas tout le monde, hein, je crois. Il n'y avait même pas Kana. Hein. Il n'y avait pas Kana, il n'y avait pas Kiun.
quelques gros stands de manga, tu vois. Et c'est tout en fait, c'était un peu... C'est un peu bidon parce que quand tu vois comment les gros artistes japonais, à savoir, il y a eu 3 gros artistes japonais qui ont été invités. Franchement, c'était une bonne édition d'Angoulême, hein, d'après les gens qui vont tout le temps. Hein. Moi, c'était la première fois, donc j'ai pas de point de repère, mais apparemment, c'était très, très actif en fait. Les stars, c'était des mecs du manga, tu vois. Donc il y avait Junji Ito, il y avait Isayama de l'Attaque des Titans, et il y avait Ikagami, qui est un grand dessinateur plus à l'ancienne. Moi, je connaissais pas trop, mais c'est un peu un OG du manga. Donc après avoir quitté Manga City, je suis parti à l'exposition Junji Ito. Et je peux montrer quelques photos, hein, bien évidemment. Alors ça, c'était l'entrée, ce que j'ai dit là, l'espèce d'espace de skater à la con, là. Manga City, voilà. J'ai pas pris trop de photos, mais c'était... pas ouf, hein, c'était pas si grand que ça. Ça à gauche, c'était une espèce d'école de mangaka à la con. Voilà l'expo de Junji Ito. Globalement, les expos c'était incroyable, mais putain, fallait prendre son mal en patience. Hein. La queue, vraiment, je crois, l'expo de Junji Ito, j'y suis allé très très vite dès le premier jour, mais j'ai bien fait parce qu'après, la queue ça allait de pire en pire. Et donc, on va regarder les photos, hein. Les originaux par rapport aux impressions du manga le rendent pas vraiment honneur. Hein. C'est une dinguerie, quoi. Le mec est fou, quoi. Ok. Voilà, hein. Après, je vais pas montrer 40 photos, mais... c'est incroyable. Mais Junji Ito, c'est recommandable, hein. C'est un grand artiste. De toute façon, il a été accueilli comme une star, hein. Là, ça c'était l'affiche de l'expo qu'il a fait pour l'occasion. Avec toutes ces histoires différentes. Donc le fameux Spirale, je crois ça c'est Tomie. Et ça c'est d'autres trucs. Regardez-moi ce jeune bambin. Un travail incroyablement détaillé. Hein. Et en fait apparemment il était dentiste avant. Il était dentiste avant de se lancer dans le manga. Il faisait des prothésistes dentaires. Incroyable. Ah ça j'aime bien parce que j'ai pris la séquence en entière, on voit la mémé là. Et elle tombe sur la bagnole en fait. Elle tombe, impact, et là elle passe sur le pare-brise. Après les photos, même les photos rendent pas vraiment honneur à son dessin parce que mon appareil c'était un peu un vieux. Ça c'est fou ça. Ça c'est Spirale. Je t'invite à lire Spirale, Salkane. Je sais pas si tu connais, Rafa. Mais c'est incroyable. Je pense que le mieux à lire, c'est Tomie en premier. Je pense que toutes les meufs aiment Tomie. Elle. L'histoire d'une incarnation fantomatique, comme ça, là. Il y avait une expo sur les 50 ans d'Angoulême avec des auteurs qui ont rendu hommage. Donc là, c'est Naoki Urasawa qui a dessiné le fameux espace Franquin. Avec tous les personnages. Et ça, c'est le mec de Vinland Saga qui a serré la pince à Moebius, il était tout content. Ensuite, il y avait une masterclass. Et pareil, c'était pas mal. Je suis arrivé 1 heure en avance et j'ai bien fait parce que c'était la folie. Le mec, c'était Johnny Hallyday. Et donc, la masterclass, c'était pas mal. Ça a duré 1h30. Ils ont retracé tout son parcours. Après ça, bah, j'étais Esquintax Max. Et... je crois que j'ai décidé de rentrer parce que j'avais encore du train et tout, blabla. J'étais fatigué, donc j'ai taillé ma race. Le lendemain, j'arrive à un endroit qui s'appelait Jeunes Talents, où en fait, t'as plein d'artistes de la terre entière qui viennent présenter leurs planches aux gros éditeurs, qui viennent présenter leurs books. Et moi, j'y suis allé, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai rien à présenter, je suis venu en mode touriste, mais je vais distribuer des cartes de visite. Et quand j'ai vu la queue avec à peu près une cinquantaine, soixantaine de jeunes artistes avec leur book, j'ai fait bon, bah c'est mort. Mais bon, j'ai quand même distribué une multitude de cartes, évidemment. Après, je suis allé au musée de la BD. C'était plutôt pas mal, ça retraçait tous les anciens vainqueurs du festival, etc. Il y avait des expositions. Après, j'ai vu une exposition sur la couleur et tout, etc. Tout ça, c'était sympa. Et après, je suis allé en ville et je suis allé dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde, qui est en fait une espèce de... En fait, c'est des espèces de tentes géantes sur plusieurs mètres, avec tous les stands. Et en fait, le Nouveau Monde, pour moi, c'est ça le festival d'Angoulême.
C'est tous les éditeurs de petite et moyenne taille du monde entier. Bon, il y a quand même principalement des Français. J'ai retrouvé des potes, des amis avec qui j'étais en école d'art, sur leur stand, etc. C'était bien. Et donc, forcément, après, je me suis baladé dans ce fameux nouveau monde et j'ai dépensé de l'argent. Évidemment. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Mauvaise expérience de... Alors, je sais pas comment ça se prononce, son pseudo. Chile Zaleski. Merde. Et en fait, ça parle... mauvaise expérience, ça parle de son rapport... ça parle de son rapport au monde de la BD, des éditeurs, des autres artistes, etc. Et un peu des coups de pute qui se passent dans le monde de la BD, parce que comme tout milieu, il y a de la politique, etc. Donc... Mais c'est un vrai personnage, cet artiste. C'est un vrai personnage, quelqu'un qui babelle beaucoup, mais qui dit des choses intéressantes. Il fait un peu penser à Antoine Daniel ou à Karim Debache. D'ailleurs, des mecs qui parlent, et qui arrivent à être intéressants, parce qu'ils parlent pas dans le vent. Avec sa conjointe, Mathilde Payenne, que j'ai acheté Banana Slip. Et ça, c'est une histoire de camping... à l'humour absurde. Attends, je regarde ce que je peux montrer sur Twitch. J'essaye de montrer comme je peux le style de dessin. Et c'était plutôt pas mal. J'ai bien kiffé. D'ailleurs, j'ai pas montré les dessins de Mauvaise Expérience, mais c'est des petits strips comme ça. Format... Ça, c'est A6. Mais ça m'intéresse pas mal. J'aimerais bien sortir les histoires de l'ananas dans ce format-là. Surtout qu'en plus, c'était pas cher du tout. Ça devait être 3 balles et ça devait être 4 balles. Donc à mon avis, ils ont dû sortir beaucoup pour les vendre à si bas prix, mais c'est plutôt pas mal. Ça, c'est Rabiboché de Limcella. Magnifique petite carte. Limcella, voilà. Je vous invite à la suivre sur Instagram. C'est une amie, on était ensemble aux Beaux-Arts. C'est une artiste exceptionnelle. Une histoire d'enfant, d'un frère et d'une sœur qui s'embrouillent avec un saccage de poupée. Mais il y a toujours un petit côté doux amer, très sympathique. C'est une artiste très talentueuse, voilà. J'admire son travail, je suis fan de son taf. C'est une boss, je la kiffe quoi. C'est plutôt comique et c'est doux amer. Et c'est très beau bien évidemment parce que c'est une meurtrière du dessin. Road to Nowhere, c'est un artiste taïwanais qui s'appelle... Pao Yeding. Je suis tombé juste amoureux de son style en fait. Toute la BD est au crayon. En fait, il n'y a pas d'encre, tout est du crayon. Et il a une bête de style. Voilà. Donc je fais comme je peux parce que mon autre caméra est morte. C'est l'histoire d'un petit garçon qui décide d'aller à l'autre bout du monde. Et à chaque fois, il lui arrive des péripéties un peu absurdes. C'est un artiste avec beaucoup d'imagination, beaucoup d'excellentes idées. Même si je trouve ça un peu creux au final. Mais regardez par exemple cette double planche incroyable de la ville. Évidemment, la caméra ne rend pas hommage au travail de l'artiste. Mais... J'ai acheté les 2 tomes, c'était un diptyque. Tome 1, tome 2. Je l'avais vu passer sur internet ou je sais plus dans un magazine BD parce que le titre en fait, et le titre c'est Roxane vend ses culottes, qui est un titre forcément qui intrigue, de Maybelline Skvortsov, j'espère que j'ai pas écorché son nom. Et c'est une étudiante qui, pour se faire de l'oseille, décide de vendre ses culottes sur internet en fait, tout simplement. C'est limite assez anecdotique dans l'histoire parce que ce qui est plus intéressant c'est le quotidien de cette jeune fille, ses déceptions amoureuses, etc. C'est de la ligne claire, un peu de dessin punk à chien, mais très joli. Et oui, c'est un peu cru, c'est un peu cru, mais moi j'aime bien, franchement. C'est une bonne bande dessinée, tu vois. Sur le quotidien d'une jeune fille. Très bon livre. Donc Roxane vend ses culottes de Maybelline Skvortsov. Je le remets là, le titre. Voilà. Ça, c'est un italien qui s'appelait Spugna. Et The Rust Kingdom. Ça, c'est son style qui m'a plu. Et ça, c'est de la dark fantasy avec un espèce de chevalier noir, en l'occurrence lui, qui tranche tout ce qu'il voit. Et c'est fluide, le découpage est bien, le style est particulier, c'est sympathique.
J'ai beaucoup aimé la lecture. Mais pareil, je trouve ça un peu creux en fait. C'est très. Ça manque un peu de fond. Mais c'était très agréable à lire. Fatma au parapluie. C'est une maison d'édition qui s'appelle Alif Bata. Là. Alif Bata. Et en fait, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans l'édition de bandes dessinées arabes en fait. Donc c'est des BD arabes traduites en français. Et forcément, bah là c'est des DZ, hein, c'est un peu la famille. J'ai voulu soutenir la BD algérienne, qui pour moi était inexistante en fait, hein, parce que j'ai déjà été en Algérie, niveau BD c'est complicado. Et comme c'est une BD algérienne qui parle de sorcellerie, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, c'est vraiment... Je sais pas, en fait c'est un couple apparemment, scénario dessin, mais je sais pas qui dessine, mais la personne qui dessine c'est un peu le topi algérien. On voit pas très bien. On voit pas très bien, mais là par contre pas de dédicace, il n'était pas là. Pareil, c'est un diptyque, donc j'ai pas la fin, il y a pas la fin. Mais j'ai passé un bon moment, c'est très joli. Là on arrive aux deux artistes hispanophones que j'ai rencontrés. Alors d'abord il y a... Bon, ça je le garde pour la fin parce qu'il est plus connu. Alors, L'Or du Temps, seconde partie, avec le dessinateur Oriol. Oriol est espagnol. J'ai connu son travail sur Instagram. J'avais lu le tome 1 de L'Or du Temps, qui est une BD sur le Paris fin 19e, début 20e. Et en fait, il a une bête de style. Où en fait, il a un dessin très très technique, très très beau. Mais c'est très très atmosphérique en fait. C'est-à-dire que son dessin est très détaillé, mais t'as pas l'impression qu'il est si détaillé que ça. Oriol, il m'a fait une petite dédicace, voilà. Et ça, j'ai eu de la chance parce que... Il y avait personne. Voilà. Et puis là, bah c'est le GOAT, hein. Tony Sandoval. Bien connu de tous les dessinateurs, hein. C'est l'artiste mexicain. Je crois que c'est la première fois que j'achète un de ses livres. Ça fait 10 ans que je connais son travail. En fait, je suis passé devant lui, il n'y avait personne. J'ai acheté le livre et j'ai eu ma dédicace. Bon, le titre, c'est Volage Chronique des Enfers. Hein, donc forcément, c'est des créatures, des monstres. Voilà, déjà rien que... Voilà le niveau de brutasse de Tony Sandoval. Hein. C'est un assassin du dessin. Hein, si tu veux que je te dise, il est trop fort. Hein. Par exemple, cette double page avec des éléphants incroyables. Bon, on voit pas grand chose, mais je fais comme je peux. Et donc, il m'a demandé si je voulais une meuf comme le personnage ou un monstre. Évidemment, j'ai demandé un monstre. Voilà. Donc, je cache un peu parce qu'il y a un mini zizi. Il m'a fait un dessin de monstre. Je sais que c'est normal, mais je trouve trop cool les dessins avec les dédicaces. C'est littéralement l'original. Bah oui, carrément. En fait, ce qui était incroyable à Angoulême, c'était les expositions. C'était peut-être un des meilleurs festivals pour beaucoup de monde parce que il y avait l'exposition Junji Ito, il y avait l'exposition L'Attaque des Titans, il y avait l'exposition Ikegami, il y avait l'exposition Philippe Drouillet. Et Philippe Drouillet, il y avait aussi une espèce de concert dans une chapelle avec une projection de ses dessins sur la chapelle et tout. Et en fait, à Angoulême, où est-ce que j'ai eu la dédication de Oriol et Tony Sandoval, c'était dans une zone qui s'appelait le Monde des Bulles. Et si le Nouveau Monde, c'est vraiment cool, c'est énorme avec plein d'éditeurs, mais c'est cool en fait. C'est respirable et vivable. Il y a plein de monde, mais on peut se déplacer. Mais le Monde des Bulles, c'est insupportable. Le Monde des Bulles, c'est tous les plus gros éditeurs français et internationaux, et c'est Satan. C'est Japan Expo un samedi à 14h. C'est du monde par centaines, il fait 45 degrés. T'as les artistes qui sont là en dédicace, c'est des esclaves. Ils enchaînent. C'est horrible. Moi franchement je suis pas resté longtemps. J'ai pris mes 2 dédicaces et je me suis barré parce que c'était invivable. Alors je vais regarder mes photos d'Angoulême. Hein. Ça c'était la masterclass Junji Ito. Voilà, bon rien de très intéressant. Hein. Il est là. En flou parce que mon ordi, mon téléphone est éclaté. La traductrice qui a travaillé comme une folle. Gros respect à la traductrice hein, parce que vraiment charbon. Elle l'a pas lâché sur toute sa venue en France donc incroyable. Ah oui, ça c'était les colleuses qui ont mis un petit message par rapport à l'affaire Bastien Vives. Et je l'ai pris en photo parce que voilà. Ça c'est l'illustration de Katsuhiro Otomo qui avait fait l'affiche d'Angoulême il y a quelques années, 2015. Donc là on voit il y a Tintin, là il y a Arzac de Moebius.
Et là, il doit avoir Tetsuo. Mais la photo... Non, il est là. La moto, elle est là. Mais ça rend pas hommage. Ok. Ça, c'est François Bouc, on s'en fout. Ça, c'est une affiche de Lucky Luke. Ah oui. Ça, c'est un artiste italien qui s'appelle Lorenzo Mattotti, qui est un artiste incroyable. Après, on arrive à l'expo Druillet. Bon, Druillet, pour moi, c'est un des goats de la BD française. Hein. Je pense que on peut ne pas aimer son style, mais c'est difficile de pas reconnaître le talent. C'est simple, il est complètement fou. Dans le bon sens du terme, c'est la folie artistique. Beaucoup d'admiration et de respect pour Philippe Druillet. Et en plus, c'est un bon gars. Voilà, par exemple. Sachant que les toiles sont immenses. Hein. Les planches sont immenses. Hein. Ça, c'est vraiment la taille d'un grand poster, quoi. Gros respect, quoi. Bon, je vais pas montrer tout, hein, parce que ça s'en bat un peu les couilles, hein. Puis les photos, elles sont un peu floues, parce que mon téléphone... Très jolie cette toile. La couleur, elle ressort vraiment bien. Mais vraiment un grand artiste, hein, Philippe Druillet, qui devait venir à Angoulême mais qui n'a pas pu pour raison de santé, parce que c'est un monsieur qui a un certain âge, hein, que j'ai eu la chance de croiser. Il avait une exposition à Paris, j'avais été le voir. Et je lui ai parlé 2 minutes. Et je lui ai parlé comme un enfant de 8 ans, c'est-à-dire que j'étais là, je tremblais. Monsieur, monsieur. Ça, c'est son épouse. Et ça, c'est lui quand il était jeune, quand il avait encore tous ses cheveux. Ça, c'est Salammbô, qui est peut-être son travail le plus impressionnant. C'est une adaptation de Gustave Flaubert. Moi, Flaubert, je peux pas le blairer, c'est de la merde ces bouquins. Mais... au moins, Druillet aura fait une BD exceptionnelle. Mais pareil, les photos rendent pas hommage à son talent, hein, parce que c'est qu'une photo et en plus, les planches sont vraiment énormes. C'est incroyable. Alors l'exposition Ikegami, c'était là. Il a fait une Spider-Man. Ok. Ensuite, il était donc il y avait la fameuse projection dans la chapelle. Hein. Je sais pas si je vais mettre la vidéo tout à l'heure. Mais j'aimerais présenter mes excuses à Hajime Isayama, parce que en fait on se rend pas compte, enfin moi je me rendais pas compte à quel point c'était un putain d'artiste en fait. Parce que quand tu regardes l'Attaque des Titans au début c'était pas très très beau, pour être tout à fait honnête. Mais avec le temps c'est devenu un artiste exceptionnel et les planches sont irréelles. La scénographie de l'exposition c'était magnifique, avec des décorations japonaises, militaires, etc. Mais les planches, elles sont assez folles en fait. Et je trouve qu'il maîtrise incroyablement bien, lui et son équipe, les trames. Ce qui font qu'on n'a pas vraiment l'impression que c'est du tradi, alors que c'est totalement du tradi, quoi. Mais... donc voilà, pour ce qui est de Angougou. Je ferai un petit montage pour YouTube. Bisous YouTube. Brr, brr, brr. Et bonne soirée, bonne journée. Bisous. Et ciao ciao. Ciao.